Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui avec Gabriel Attal à la Cité du Cinéma, à Saint-Denis, un département ici en Seine-Saint-Denis, un département qui me tient, comme vous le savez, particulièrement à cœur et dont je suis présidente de la Fédération Renaissance. Ce département de la Seine-Saint-Denis, où nous allons passer ensemble cette journée, elle incarne à merveille cette France d'espoir et de progrès que nous avons le devoir de construire ensemble aujourd'hui, demain et après-demain. Cette journée, c'est bien plus qu'un simple rassemblement politique. C'est un moment pour nous retrouver en famille, un moment de partage, de réflexion, mais surtout d'action collective pour bâtir ensemble un avenir plus juste, plus inclusive et plus prospère pour la France et pour les Français. Alors, comme vous le savez, cette journée, elle se tient par ailleurs, il faut le dire, à un moment charnière de notre histoire, de celle de notre famille politique, à un tournant décisif aussi pour notre pays, alors que notre démocratie, il faut le dire, est bafouée et est remise en question en France, en Europe et dans le monde. Par qui? Par des extrêmes. Par des extrêmes qui, de gauche comme de droite, n'aiment pas la démocratie, n'aiment pas la République et n'aiment pas ses valeurs. Face à cela, mes amis, il est plus que jamais urgent de réaffirmer nos principes fondamentaux, de tenir et de réaffirmer matin, midi et soir notre attachement à la République et à ses valeurs. Les extrêmes, par leur discours haineux et leur radicalisation, bafouent notre démocratie. Ils n'aiment pas la République. Face à cela, nous ne céderons pas à la tentation du repli, à la fracture identitaire, et nous avons un autre choix. Cet autre choix, cette nouvelle page que nous souhaitons écrire pour notre parti, nous allons la construire ensemble, aujourd'hui et dans les années à venir. Notre projet, c'est celui d'une société plus grande, plus ambitieuse, plus inclusive, plus unificatrice. Plaçons et continuons à placer la justice sociale, l'égalité des chances et la transition écologique au cœur de notre action. L'avenir nous regarde. Alors sans plus tarder, je laisse la parole à Roland pour notre première table ronde. Je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous une très belle journée en Seine-Saint-Denis. Bienvenue. Merci à tous. Merci Shannon, bravo. Bravo pour tout ce que tu fais pour ce département qui m'est cher puisque j'y ai grandi. Bon, vous allez bien? Non, est-ce que ça va bien? On a besoin d'aller bien parce que le monde ne va pas très bien. Donc ces temps-ci, il faut garder de l'énergie. Je suis très heureux d'animer cette première table ronde et je vais demander à mes experts de venir me rejoindre. Je vais les présenter rapidement. On peut les applaudir chaleureusement. Bienvenue. Bon, je vais les présenter rapidement, je vais aller m'asseoir, mais je voulais vous demander si vous savez où on est aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que c'était ça au départ? C'était une centrale électrique à charbon qui a été construite à un moment où on construisait le métro de Paris et où l'ancêtre du baron Empain, ça dit quelque chose à quelqu'un, la famille Empain, des grands industriels accessoirement aristocrates, s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez d'électricité pour faire tourner le métro. Je trouve que c'est un beau symbole parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est devenu un endroit complètement différent. C'est un endroit où on va tenir une rencontre politique aujourd'hui. C'est la première fois qu'on tient une rencontre politique aujourd'hui et c'est sans doute la dernière. Ce lieu fantastique va fermer pour travaux dans quelques semaines et sera réouvert encore plus beau dans quelques mois. Mais aujourd'hui, on a souhaité passer la journée avec vous, à la fois parce que c'est une journée un peu particulière, la première journée du printemps de la démocratie, à un moment où d'autres, ailleurs à Paris, ont décidé
de remettre en cause cette démocratie en remettant en cause de manière fondamentale une décision de justice qui doit s'imposer à toutes et à tous et accessoirement s'imposer encore plus à celles et ceux qui souhaitent un jour peut-être aspirer aux plus hautes fonctions. Et on a souhaité commencer cette journée par un débat justement sur la démocratie. Donc je vais aller m'asseoir. Ceux qui font au fond ne nous verront plus, mais j'espère que vous nous entendrez. Merci à tous et à toutes d'être ici et bienvenue à la Cité du Cinéma et bienvenue dans le lieu battant de la démocratie que va être cette journée ici et qui nous rassemble. Merci. Alors, on a 4 intervenants absolument exceptionnels aujourd'hui pour évoquer ce grand sujet. D'abord, Yascha Mounk. Yascha Mounk, vous êtes politologue. Vous êtes, si je puis dire, en première ligne, puisque vous êtes notamment enseignant à l'université Johns Hopkins. L'université Johns Hopkins, c'est une université aux États-Unis qui a fait beaucoup de recherches pendant la Covid, qui a produit beaucoup de données sur ce virus à un moment où il était présent, qui a fait la nouvelle récemment parce qu'ils ont dû licencier 2000 chercheurs suite aux coupes budgétaires de Donald Trump dans l'aide au développement. Et Yascha, c'est un politologue qui, je l'ai dit, est en première ligne et va pouvoir nous aider à comprendre ce qui se passe peut-être sur le terrain aux États-Unis, là où une des plus vieilles démocraties encore en vie, si je puis dire, au monde, est aujourd'hui particulièrement bousculée. Jean Viard. Jean, je vais le présenter rapidement en disant qu'il est sociologue, mais je pense que c'est un touche-à-tout absolument exceptionnel qui est capable d'évoquer à peu près tous les sujets qui vont nous concerner aujourd'hui en gardant toujours à l'esprit ce qui se passe dans le vrai monde, sur le terrain. C'est peut-être une des vertus des sociologues d'ailleurs. Vous l'entendez régulièrement sur tous les médias, mais on l'a aujourd'hui rien que pour nous et donc merci à Jean d'être ici. Perrine Simon-Naoun, vous êtes la philosophe de l'étape. Vous êtes aussi politologue. Vous avez beaucoup travaillé sur un certain nombre d'enjeux de la démocratie, notamment sur notre capacité à vivre ensemble, à faire nation dans des sociétés qui sont de plus en plus catégorisées, compartimentées, culturalisées. Et évidemment, c'est un des enjeux majeurs auxquels on fait face aujourd'hui. Et puis Dominique Schnapper, vous êtes également sociologue, mais aussi politologue. Vous m'avez dit en confident, je préfère qu'on dise politologue parce qu'on a l'impression parfois que les sociologues ne s'intéressent pas à la politique. Ce n'est pas votre cas, vous en êtes une fine observatrice depuis maintenant de nombreuses années. Vous avez été aussi, et c'est important, membre du Conseil constitutionnel. Et à un moment où les institutions sont plus que jamais bousculées, d'avoir quelqu'un qui a pratiqué l'institution suprême de la République, c'est évidemment extrêmement important. Donc merci à tous les 4 d'être là parmi nous. Je ne vais pas être très long. Vous dire que quand on regarde l'année 2024 de loin, on pourrait avoir l'impression que ça a été une année exemplaire pour la démocratie. Vous savez combien il y a eu d'élections nationales dans le monde en 2024 ? Plus de 60. Plus de la moitié des pays du monde ont tenu des élections nationales. On en a tenu quelques-unes en France, peut-être un peu trop d'ailleurs en passant, mais bon, ça c'est pas grave, c'est un autre débat. Et donc on pourrait imaginer que 2024 finalement a été une année où la démocratie a battu son plein. Et puis je vous rajoute un autre chiffre en revanche qui vient contrer tout ça, c'est quand vous faites la somme des habitants du monde, de la planète, qui sont aujourd'hui gouvernés, soit par un autocrate, c'est rarement une autocrate d'ailleurs, un autocrate, soit dans une logique démocratique certes, mais avec des chefs d'État élus qui remettent en question les fondamentaux de cette démocratie. Aujourd'hui, on a plus de la moitié de la planète, bien plus en fait, plus de 5 milliards d'habitants sur les 8 qu'on a aujourd'hui sur Terre, qui sont gouvernés soit dans un régime autocratique, soit dans un régime démocratique dans lequel les chefs d'État eux-mêmes remettent en question fondamentalement ces valeurs. Et ça, évidemment, ça me conduit à ma première question. On va commencer avec vous, évidemment, Yascha. Est-ce que la démocratie est mortelle ? C'est finalement un régime qui n'est pas présent depuis très longtemps. Ça fait à peu près 3 siècles qu'on vit, en tout cas une partie d'entre nous dedans. 1755, la République de Corse. Oui, on commence avec la Corse. Allez, on commence avec la Corse, 1755, presque 3 siècles. Ça s'est mal terminé, c'est bien la question.
La démocratie est-elle mortelle, Yosha? Et le risque de la démocratie aujourd'hui, c'est est-ce finalement qu'elle tienne sa fin même dans les valeurs qu'il apporte? D'abord, je veux juste dire que c'est très sympa de commencer avec les réfugiés des États-Unis. Alors, bienvenue en France, bienvenue en France. On peut l'applaudir. Bienvenue en Europe. Merci beaucoup, merci. Je ne suis pas encore réfugié, mais c'est vrai que ça commence On vous offre le statut sans problème. À un peu. Oui, la démocratie est mortelle. Et en fait, on a tous fait une grande erreur intellectuelle pendant longtemps en pensant que ça ne soit pas le cas. Moi, quand je faisais mon doctorat aux États-Unis, on me disait que les pays pauvres ont des démocraties mortelles parce que peut-être ils ne sont pas assez riches pour avoir des systèmes politiques stables. Les pays qui ont des institutions assez nouveaux sont peut-être mortels parce qu'ils n'ont pas encore les normes, les règles démocratiques qui sont vraiment établies. Mais comme dans les pays comme les États-Unis, comme la France, la démocratie ne soit plus mortelle, il disait. Dans ce pays-là, il disait on est sûr que dans 20 ans, dans 40 ans, dans 60 ans, on aura encore des démocraties. Et aujourd'hui, je crois que c'est devenu assez clair qu'on ne puisse pas être sûr de ça. Que même dans des pays dans lesquels les politologues censés la démocratie être consolidée, elle n'est peut-être pas. Et on voit ça de manière très claire aux États-Unis aujourd'hui. J'étais une des personnes qui avait beaucoup de soucis sur la première présidence de Donald Trump. Et à la fin, il a changé le pays moins de ce qu'on pouvait craindre. C'était en partie parce qu'il n'avait pas encore un programme très défini, parce qu'il n'avait pas de loyalistes, parce qu'il n'avait pas le plein contrôle sur le Parti républicain. Et donc, émotionnellement, je vois le danger d'exagérer aussi ce qu'il importe, de regarder chaque petit développement politique et se dire ça va être la catastrophe. Pendant longtemps, même depuis son élection en novembre, je me disais que même s'il dit qu'il va tout changer, peut-être en réalité les changements vont être un peu moindres. Mais je crois que dans les dernières semaines, ça devient clair qu'il est bien plus radical et bien plus capable de rendre ses projets en réalité que la première fois. Alors si on regarde par exemple les changements sur les tarifs douaniers, c'est une rhétorique qu'il mène depuis 30 ans, c'est une rhétorique qu'il menait pendant sa première présidence, mais les mesures annoncées il y a quelques jours sont bien plus radicales de ce qu'il a fait la première fois qu'il était au pouvoir. Si on regarde les attaques aux universités, c'est la même rhétorique qu'il y a 8 ans, mais la manière dans laquelle il a coupé des centaines de millions des financements aux grandes universités américaines, pas jusqu'à la Johns Hopkins, mais à la Columbia, à Harvard, à d'autres grandes universités, va fondamentalement transformer l'université. Et on voit qu'il commence à faire la même chose, par exemple, dans le champ de la justice, qui est particulièrement important. Et évidemment que ce danger s'est réalisé aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump en tant que président, mais qu'il y a des figures politiques semblables dans tous les pays européens qui sont près du pouvoir ou particulièrement dans l'Europe de l'Est, au pouvoir aussi. Et donc, moi, je suis très content qu'on est dans un grand meeting démocratique aujourd'hui parce qu'à la fin, ce qui est clair, si ça soit aux États-Unis, en France ou d'autre part, c'est que la seule manière valable, la seule manière qui va fonctionner sur le long terme de battre ces populismes de gauche, mais particulièrement de droite, c'est de les battre aux urnes. Et donc, il faut un peuple démocratique pour accomplir ça. Merci. Perrine, peut-être, on peut l'applaudir. Alors, on partage tout ici, y compris les micros. Perrine, on évoquait tout à l'heure peut-être une crainte que j'ai, c'est que les grands défauts de la démocratie sont peut-être ce que nous, tous, on envisage comme les forces. Vous savez, c'est Churchill qui disait la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. L'état de droit, la transparence, la capacité à débattre, la volonté de toujours entendre l'autre, même s'il raconte n'importe quoi,
tout ça, c'est peut-être aussi ce qui fait la faiblesse de la démocratie aujourd'hui. Et vous me disiez pas du tout, c'est l'inverse. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Oui, absolument. Je pense que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, je veux dire le constat d'inquiétude, nous le partageons tous et la preuve, c'est la foule qui est ici aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la complexité de ce qui fait le pacte social, à savoir l'articulation entre l'État et la société, et je dirais également l'articulation entre les individus que nous sommes et la société. Or, nous avons habillé, me semble-t-il, la démocratie d'habits trop grands pour elle. C'est-à-dire que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons en fait identifié de façon croissante et au fur et à mesure où nous bénéficions des bien-être des bienfaits de la croissance, la démocratie et l'État-providence, jusqu'à couler complètement la démocratie dans l'État-providence. Or, on a assisté depuis une dizaine d'années, évidemment, à l'essoufflement de cet État-providence qui n'a fait finalement que, en quelque sorte, diffuser des émotions négatives, des passions négatives, un ressentiment parmi l'ensemble des citoyens. Mais il suffit de faire une expérience, et je vous propose de la faire aujourd'hui, et d'ailleurs nous sommes en train de la faire. À savoir que la démocratie, évidemment, elle implique des grandes valeurs et des grandes institutions, mais nous la vivons aussi au niveau individuel, à chaque grand moment de notre vie. Je pense que si je vous dis que nous préférons faire ce que nous faisons ce matin, c'est-à-dire échanger, c'est-à-dire discuter, plutôt que de nous taper dessus, vous aurez intuitivement compris la valeur de la démocratie. En fait, il suffit d'expliquer, de revenir à ce que j'appelle une démocratie existentielle pour voir justement que ce que vous appelez les faiblesses de la démocratie sont ses forces. Je pense que vous avez tous eu l'occasion dans votre vie de débattre avec des gens. Je pense que vous avez tous eu l'occasion même de revenir en arrière sur des décisions que vous avez prises. Je pense que vous avez tous eu dans votre vie un moment où il vous a fallu prendre des décisions et que vous avez été heureux de bénéficier non seulement d'un temps long pour les prendre, mais d'un temps de débat avec vos proches, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Et donc, il suffit de se rapporter à nos expériences existentielles pour voir que ce qu'on reproche à la démocratie, c'est-à-dire le temps long du débat, c'est-à-dire le fait peut-être de changer de politique quand les majorités changent, le fait aussi d'avoir des institutions qui servent de médiation, mais qui ne traduisent pas dans l'immédiateté, en fait, forcément vos choix. Le fait de ne pas être dans une transparence absolue, aucun d'entre nous n'a envie de vivre sous les projecteurs en permanence. Et donc ces petites expériences, ces expériences miniatures de la démocratie, eh bien je crois que c'est tout l'art de la démocratie et c'est ce qui fait qu'effectivement, d'une certaine façon, elle est vulnérable et on le voit aujourd'hui, mais si on la rapporte à nos vies et à nos engagements, elle est très forte. Merci et bravo. Non, en fait, vous allez garder le micro tous les deux et eux vont se partager celui-là. Comme ça ira. Jean Viard, est-ce que la démocratie, finalement, voit son salut dans ce que Perrine appelait la mini-démocratie, celle proche du terrain, celle que nous, au fond, on vit chaque jour dans notre environnement immédiat? Je ne dirais pas les choses comme ça. La démocratie, ça marche bien quand il y a deux projets. Et que les projets s'affrontent et qu'on discute entre nous. Bon. Or, Václav Havel, qui était un de mes auteurs, avait fait un très beau discours à l'Académie des sciences morales et politiques, et il disait « Vous êtes tous là en train de vous réjouir de l'effondrement du communisme en Europe. Vous n'avez pas compris que ce qui s'effondre, c'est le couple socialisme-capitalisme. » Il l'a annoncé il y a 40 ans, et on ne l'a pas écouté. Et je pense qu'il a tout à fait raison, qu'on se retrouve dans la situation où on était après 14-18, Gramsci disait, il y a des moments où on libère les monstres. C'est ça qui se passe.
parce qu'on ne sait plus où on va. Et qu'en face, disons-le, on n'a pas su dire autre chose, y compris en 2017, il faut le dire très clairement. Et donc, on pourrait dire, on assiste à la fin de la guerre froide. Elle ne se termine que maintenant, quand au fond, les deux leaders, dans le temps jadis, ils auraient épousé leurs enfants. Enfin, chacun aurait épousé, la fille de Trump aurait épousé le fils de Poutine. C'était comme ça qu'on faisait dans les monarchies. Et au fond, ils sont sur la même ligne. Et le gros problème qu'on a, c'est qu'on est dans cette période d'immense rupture, où les peuples sont très perdus, où ils vont vers un populisme qui leur donne effectivement une perspective de pouvoir populaire. Et du coup, effectivement, c'est les autres. Mon problème, c'est les autres. Qu'est-ce que nous avons comme autre proposition? Qu'est-ce que nous avons comme autre chemin? Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Et alors, je m'arrêterai en disant, il se passe 3 ruptures anthropologiques immenses dans ce monde. Le premier, c'est que c'est la nature qui fait l'histoire, c'est plus l'humanité. Et ça, pour la politique, c'est terrible. Parce que ce n'est pas nous qui décidons de la vitesse de la transformation du monde. Les politiques courent derrière pour les innovations, pour qu'on vive mieux, pour produire les villes plus habitables. Mais l'histoire du monde ne nous appartient plus. C'est quoi l'honneur de la politique? La deuxième rupture, c'est la fin du patriarcat. Le nouveau rapport homme-femme, on est d'abord des individus avec des projets personnels, professionnels, sexuels, etc. Et ça crée une panique dans les populations blanches masculines, il faut le dire clairement, même chez nous. Enfin, ne nous leurrons pas sur le vote des hommes, notamment d'une partie des hommes, je ne veux pas être trop schématique. Et ça, c'est la troisième grande rupture, c'est l'intelligence artificielle. Il y a une révolution technologique dont personne ne sait jusqu'où elle va nous mener. On est dans 3 ruptures anthropologiques gigantesques à la fin de la guerre froide. Le problème qu'on a, c'est que face au populisme, il y a une seule place pour penser. Et cette place pour penser, elle doit rassembler des macronistes, des socialistes, des écologistes, des gens des gaullistes. Et cette lien-là, que je pensais qu'on allait faire en 2017, on l'a un peu raté. Et ce n'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un projet de société qui s'inclut dans ces 3 grandes ruptures? C'est, je pense, un des objets d'aujourd'hui. Alors là où le soleil va, Dominique brille, elle essaye d'échapper au soleil depuis maintenant un quart d'heure, mais non, vous n'échapperez pas au soleil, Dominique, vous êtes maintenant sous les feux de la rampe. Merci beaucoup d'être là. Évidemment, on a envie de vous entendre sur les institutions, dont une dont vous avez été une membre éminente, le Conseil constitutionnel, mais peut-être, avant d'aller là, qu'est-ce que vous pensez de cette question sur la mortalité des démocraties ? Alors, je voudrais prendre le relais avec ce qui a été déjà dit. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à la fin d'un cycle. Le cycle qui a été inspiré à la suite de la victoire des démocraties en 1945 et qui a été garanti par la puissance des États-Unis. Et ce cycle conjuguait à la fois le libéralisme économique, le respect de l'état de droit, la multipolarité politique, le respect de toutes les frontières nationales et une forme de respect au moins formel du droit international. Alors évidemment, il y a eu des petits échecs et le respect du droit international a comporté ses faiblesses. Mais en gros, dans cette période, ça a été la fin des guerres européennes et la protection de la construction européenne par les États-Unis. Et nous avons connu un cycle, en Europe en tout cas, de prospérité comme on en a rarement, et de protection en général, on en a rarement connu. Nous étions protégés par un empire plutôt bienveillant et qui nous a donné sécurité et prospérité. Alors il est clair que ce cycle est en train de se terminer, qu'il est terminé et qu'il faut penser les problèmes internationaux. Et ce qui me paraît intéressant dans les récentes enquêtes, c'est que les Français sont en train de se rendre compte que les problèmes internationaux sont importants et qu'ils ont une conséquence même pour eux. On a toujours dit qu'en France, on ne gagnait pas les élections sur les problèmes internationaux. Et il me semble qu'il y a une évolution de l'opinion publique qui va un peu dans ce sens-là. Alors, voilà, c'est bon. C'est mieux ? Oh, vous me faites peur.
Posez le micro sur le menton, c'est la meilleure manière. Bon, alors, dans cette situation, il y a deux grandes politiques à mener. La première, c'est une politique économique qui nous permet de nous réarmer. Il faut nous réarmer puisqu'on ne peut plus compter sur la protection militaire des États-Unis, qui était la condition de notre paix, de notre prospérité. Ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est s'en tenir aux grands principes. Et là, j'en viens aux institutions. Parce que comme je suis universaliste, je pense que tous les peuples ont une aspiration naturelle à la liberté politique. Mais ce qui distingue les démocrates des autres, c'est qu'il y a des institutions qui garantissent cette liberté et qui permettent qu'elle devienne effective et qu'elle ne reste pas simplement une forme abstraite. Alors, dans ce respect des institutions, il y a bien sûr le Conseil constitutionnel, mais il y a les institutions en elles-mêmes. Et il me paraît toujours très grave quand on remet en cause les institutions. Alors, pour dire deux mots sur le Conseil constitutionnel, on a beaucoup discuté sur une décision récente sur les conséquences politiques du droit. Ce n'est pas une nouveauté. Toutes les grandes décisions politiques en dehors du droit civil sont des décisions qui ont des conséquences politiques. Elles sont pourtant des décisions en droit, même si bien entendu, il y a des conséquences qui sont politiques. Et pour vous donner juste un témoignage, dans toutes les délibérations du Conseil constitutionnel auxquelles j'ai participé pendant 9 ans, nous savions bien qu'un certain nombre de décisions avaient des conséquences politiques. Elles n'entraient jamais dans la discussion. La discussion en restait au plan juridique, même si, bien entendu, je pense que dans la tête de beaucoup des membres, les conséquences politiques étaient envisagées. Mais la décision elle-même restait d'ordre juridique et c'est ce qui permet de respecter les institutions qui ont chacune leur vocation. Peut-être garder le micro, Dominique, sur ce respect des institutions. Qu'est-ce qui fait que ça tient ? On viendra après aux États-Unis, mais aujourd'hui, on a des institutions américaines qui sont questionnées dans leur fonctionnement même, un président de la République qui questionne des décisions de justice, une Cour suprême qui elle-même peut être éventuellement challengée par le président lui-même. Qu'est-ce qui fait que ça tient, in fine ? In fine, c'est tout de même la volonté des citoyens. C'est-à-dire, ce qui me trouble beaucoup, c'est la politique économique, là, même laissons de côté les décisions économiques qui ont des conséquences mondiales sur le destin, non seulement des pays, mais aussi des peuples. Ce qui me paraît très grave, c'est la remise en cause des institutions elles-mêmes, parce que les institutions n'existent que quand elles sont portées par une certaine volonté collective. Et c'est cette volonté collective qui est dont on peut espérer qu'un jour, aux États-Unis, si les meilleurs d'entre eux ne viennent pas en France et donc cessent de se battre aux États-Unis, on peut espérer qu'il y ait une force politique suffisante du peuple qui se traduit par les institutions, c'est-à-dire par les élections, et qui permette de cesser cette façon de détruire la démocratie américaine qui est en train d'être l'action de Trump. Yusha, vous pensez aujourd'hui que les institutions américaines sont suffisamment solides pour que ce qu'on appelle les forces de rappel jouent leur rôle? Elles l'ont été pendant le premier mandat de Donald Trump, qui a beaucoup parlé pendant le mandat, mais a finalement assez peu agi. Là, on a l'impression qu'il fait vraiment feu de tout bois pour mettre à mal ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique, qui est aujourd'hui très largement dominé par les nouveaux oligarques de la Silicon Valley. Le pouvoir judiciaire est lui aussi questionné matin, midi et soir par un président dont on rappelle qu'il a été quand même multi-condamné et qu'il a passé les années qui viennent de s'écouler à remettre en question fondamentalement les décisions de justice. Ça vous rappelle quelque chose, suivez mon regard. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les institutions américaines, qui sont au fond avant tout fondées sur des usages, qui sont présents depuis 2 siècles, mais qui ne sont que des usages, sont suffisamment solides pour tenir face aux coups de boutoir auxquels on fait face?
Où en sont les contre-pouvoirs? On vous demande. Alors, pour répondre à cette question, si les institutions sont assez solides, je crois que non. Et c'est parce que la société s'est polarisée, c'est parce que les populistes sont très doués en faisant la polémique, c'est parce qu'ils ne sont pas conservateurs, ils sont révolutionnaires, ils n'ont aucun respect pour les normes, les règles de la société qui existent, mais c'est aussi la faute des institutions mêmes. Et il faut admettre ça aussi. Alors si je regarde l'université par exemple, ce qui est une institution fondamentalement importante pour la société américaine, mais aussi pour le progrès médical, scientifique, etc., c'est vrai qu'il y a 15 ans, la grande majorité des Américains avaient confiance dans les universités américaines. Et aujourd'hui, c'est une claire minorité. C'est environ 1 Américain sur 3 qui a confiance dans les universités. Et ça, c'est aussi la faute des universités. C'est aussi que les universités sont devenues trop élitistes d'une partie, trop politisées d'une autre partie, et que donc une grande partie de la société ne se retrouve plus dans ces universités-là. C'est la même chose pour la Cour suprême, qui a évidemment le tâche d'impedir, par exemple, à un président d'aller au-delà de ses pouvoirs constitutionnels, ce qui est très important. Mais c'est aussi vrai que dans toutes les grandes controverses de la politique américaine des dernières 60 ans, c'était la Cour suprême à faire les décisions sur toutes les grandes questions. Si ça soit la réforme de santé, si ça soit le financement de la politique, si ça soit 10 autres thèmes, ce n'était pas la législative qui a pris les décisions, c'était les juges. Et donc, c'est naturel que les juges deviennent politisés. Mais j'aimerais bien dire 2 choses un peu plus larges, peut-être, en réponse à ce que vous venez de dire. Et le premier, c'est que une des raisons pour lesquelles les populistes sont tellement fortes, c'est qu'ils ne sont pas juste les forces du passé. Oui, il y a une certaine nostalgie parmi une partie de cet électorat, mais les populistes qui ont le plus de succès ont aussi un promis sur le futur. Si on regarde par exemple Narendra Modi dans les Indes, ben certainement il dit la majorité religieuse va être la définition du pays et il y aura certaines traditions qui prendront leur place. Mais il a aussi une promesse sur le futur des Indes qui va être très grande, qui va être économiquement développée, etc. Il n'est pas en train de rendre ça en réalité, mais c'était une grande partie de sa promesse. Aux États-Unis, les gens qui ont voté Trump cette fois-ci, ce n'était pas juste l'électorat blanc, assez riche, qui a peur de perdre son statut. C'est aussi beaucoup d'électeurs, par exemple, d'origine latino, qui ont l'impression que les démocrates leur disent on va vous donner un salaire minimum, et les républicains vous disent que vous pouvez être riche. C'est aussi ça. Et donc, ce qui est très important pour les forces politiquement modérées, c'est de ne pas rentrer dans le piège de juste défendre ce qui existe. Il y a beaucoup de valeurs dans notre réalité qu'il faut défendre, mais on doit aussi avoir une vision du futur qui est optimiste, qui dit qu'est-ce qu'on peut faire mieux, comment on peut mieux réaliser notre valeur, comment on peut mieux réaliser les ambitions des gens, comment on peut leur donner des opportunités. Et je crois qu'on est, à cause du danger pour la démocratie, pour nos valeurs qui est réel, on est toujours dans le danger de tomber dans ce piège, de dire nous, on est les forces du status quo, les forces de ceux qui défendent ce qui existe, ce qu'il faut faire en partie, mais il faut aussi avoir cette grande promesse d'un futur qui va être mieux. Merci Perrine. Vous parlez, Yusha, du rapport du fait religieux avec la politique en Inde notamment. Il est aussi extrêmement présent d'une manière différente aux États-Unis. Est-ce qu'au fond, la démocratie ne risque pas de souffrir du communautarisme généralisé qui est en train de se développer? Je ne parle pas seulement d'ailleurs du communautarisme religieux, mais du fait que de plus en plus, les populations ont envie de se retrouver dans des bulles qui sont les leurs, qu'elles retrouvent soit à l'Église, soit dans le nouvel ordre religieux qui est présent sur nos téléphones et sur les réseaux sociaux qui vont avec. Comment on arrive à faire nation dans une société qui est de plus en plus éclatée, de plus en plus divisée? Et puis, est-ce que vous avez aussi des raisons de porter l'optimisme sur lequel a terminé Yusha?
Alors, je crois que et Dominique Schnapper et Yascha Mounk ont dit deux choses très importantes. Dominique en soulignant la nécessité de la volonté collective et Yascha en dénonçant, en montrant qu'il y a un projet, et un projet qui est un projet philosophique, qui n'est pas seulement politique, derrière la politique de Trump. Et on a là finalement les deux ingrédients qui font qu'on peut aujourd'hui rebondir. Je dirais que face à cette situation, il y a la nécessité de refaire un récit. C'est-à-dire un récit dans lequel tout le monde puisse se retrouver dans un même projet, dans un projet partagé. Or, il y a aujourd'hui en France, me semble-t-il, une spécificité face à ce récit, à savoir une double perte de légitimité. La légitimité qu'avaient les intellectuels à donner un récit du monde, une explication du monde, et la légitimité des politiques à porter ce projet. Pourquoi cette perte de légitimité des intellectuels français et pourquoi finalement Yascha expliquait ce qui s'est passé dans les universités américaines? On sait que c'est arrivé dans les universités françaises. Pourquoi est-ce que cette forme de progressisme et d'unification d'un discours, de refus finalement de la pluralité des discours, s'est imposée dans nos universités, tout simplement parce que chez nous, les intellectuels ont été paupérisés. Et comme ils sont paupérisés, alors plus personne ne les écoute, à part certains d'entre eux, et puis surtout, ils ont été paupérisés économiquement. Je veux dire, plus personne n'a envie d'aller enseigner à l'université, plus personne n'a envie d'aller enseigner dans nos écoles, c'est dangereux, c'est mal payé, et finalement, vous êtes sous-considérés par la société. Et donc, les intellectuels ont eu tellement peur, finalement, de voir leur statut social dégradé, que la seule possibilité pour eux, ça a été de surtout ne pas rater le train de l'histoire. Et le train de l'histoire, comme d'habitude, il nous est venu des États-Unis dans cette espèce de progressisme wokiste et identitaire. Perte de légitimité des politiques, les politiques qui ont été attaqués de toutes parts, mais qui ont aussi perdu, je dirais, de leur superbe face à ce qui était la concurrence des projets économiques. Plus personne maintenant dans les jeunes générations ne va à l'INSP, c'est-à-dire l'ex-Sénat, et tout le monde va fonder des start-up. Eh bien, je dirais que face à ça, ce qui me paraît très important, c'est cette reconstitution d'un récit. Et cette reconstitution d'un récit, elle a besoin à la fois que les intellectuels assument leur rôle, mais elle a surtout besoin qu'en France, la politique soit réévaluée et que les politiques qui font ce métier soient fiers de le faire. Merci. Je ne sais pas si c'est un métier, mais en tout cas, moi, je suis très fier d'avoir ce plaisir de cette expérience. Jean, c'est quoi le récit, du coup, puisqu'il faut réécrire un récit qui donne envie à la fois de résister, mais aussi de produire, de proposer et de construire quelque chose? Mais la question, c'est qu'il faut être capable de raconter le monde. Il faut raconter le monde dans son mouvement général, mais en même temps, il ne faut pas vouloir gérer le monde. On a trop des hommes politiques qui, au fond, ne savent pas entrer dans un café et balancer des vannes. La politique, c'est charnel, c'est du terrain et de l'histoire longue. C'est les deux. Bon. C'est vrai qu'en France, on n'a pas arrêté depuis 30 ans de manipuler le système politique. Tantôt, il faut être un mandat de 5 ans, tantôt de 7 ans, tantôt, etc. On a créé des communautés de communes. On a multiplié les systèmes. On a multiplié les systèmes électoraux. Mais ça casse la démocratie. La plupart des gens ne suivent pas, ne connaissent pas, ça ne les intéresse pas. Pourquoi on change tout le temps les règles? Et donc, on est dans une situation où la confiance s'est complètement perdue. Mais pas partout. En quoi les gens ont confiance? D'abord dans les artisans, dans les petites entreprises, dans les grandes entreprises et dans les maires. Mais tous les autres, rien, 10-15% de confiance. Donc à un moment, il faut partir de ça. Et se dire qu'effectivement, et le sondage du Cevipof, par exemple, montre bien, les gens vous disent on a envie d'un homme fort. Ça ne veut pas dire qu'ils ont envie d'un dictateur fasciste,
Ça veut dire qu'ils ont envie d'un pouvoir qui décide, qui aille vite, ce qu'a très bien compris Trump avec son système où il signe. Nous, qu'est-ce que vous voulez? Une assemblée, c'est grotesque. Le président, c'est pas lui qui gouverne, alors ça sert à quoi, etc. À un moment, dans une société en révolution industrielle comme la nôtre, en révolution écologique et en révolution au niveau des rapports hommes-femmes, on a besoin de décisions claires, de savoir qui décide, etc. On est complètement perdu. Et quand les gens sont perdus, eh ben, en face, ils ont quelqu'un qui dit si j'arrive, tout s'arrange. Ah ben voilà un type qui a quelque chose à proposer. On ne sait pas ce qui s'arrange, mais tout s'arrange. Donc je pense, si vous voulez, que c'est fondamental ça, que la question de la confiance, on ne va pas la changer. Et en ce moment, d'ailleurs, si vous regardez le nombre de grands chefs d'État qui viennent de l'entreprise, mais Macron, mais au Canada, mais en Australie, mais en Allemagne, les grands leaders viennent de l'entreprise en ce moment. Parce que l'entreprise est l'endroit où on décide vite. On ne peut pas s'amuser à ergoter pendant des semaines et des années. Et au fond, les gens, ils ont envie ils sentent bien que le monde est dangereux. Et qui tient le manche? Bon, et je crois que c'est une question absolument essentielle. Je fais une dernière remarque. Il y avait un sondage il n'y a pas très longtemps qui a été fait par Jean Jaurès sur qu'est-ce qui symbolise pour vous la démocratie quand vous vous promenez en ville. Je passe devant une école, c'est la République. Pardon, pas la démocratie, la République. Je passe devant une école, c'est la République. Je passe devant une mairie, c'est la République. Je passe devant une entreprise, c'est la République. Alors un tribunal, un homme politique, un député, non, ça c'est marginal. Pourquoi? Ben parce que l'entreprise, c'est le lieu du lien social, qu'en France, on pense toujours d'abord comme un lieu d'exploitation. Non, c'est d'abord un lieu de solidarité, d'amour. Ça, je m'amuse toujours à raconter, 47% des gens ont une aventure sentimentale dans leur entreprise. L'entreprise n'est pas d'abord un lieu d'exploitation. Merci. Dominique, je vous passe. Alors, tenez-le bien sur le micro. Je mets ouais. ici. Je vais vous laisser élaborer là-dessus, mais je voudrais aussi qu'on parle, il nous reste à peu près un quart d'heure, du rapport à la vérité et à l'information. Parce que vous disiez tout à l'heure que la démocratie, c'est le lieu du temps long, c'est le lieu du débat, c'est le lieu de la réflexion, c'est le lieu où on peut changer d'avis, mais tout ça quand même en général fondé sur des arguments, des faits, des informations, des vérités. Et là, on est rentré dans un monde où on a l'impression que à la fois la vérité est devenue relative et que l'information est devenue au fond elle aussi totalement morcellisée, parcellisée et extrêmement relative. Comment on vit face à ça alors qu'on cherche à faire nation et on cherche à créer à partir du débat une certaine forme de récit, voire même de vérité? Je voudrais compléter ce qu'a dit Perrine, parce que la paupérisation des académiques, comme disent les Américains, c'est-à-dire du monde universitaire, n'est pas, je crois, la seule explication du manque de confiance qu'on a désormais dans les intellectuels, et en particulier dans les intellectuels académiques. Je crois que c'est ajouté à cette paupérisation qui est matérielle, qui est un fait, aussi une forme de trahison des clercs depuis les années 50. Les intellectuels, et en particulier les intellectuels français, n'ont pas été hostiles au monde stalinien. Ils ont perdu là ce qui pouvait faire ce qui les caractérise, c'est-à-dire l'honneur et la vérité. Et leur condition matérielle, même si elle est plus modeste, ne leur interdisait pas de garder le sens de la vérité. Et nous avons le sentiment maintenant que le modèle que donnaient les académiques, c'est-à-dire le rapport à la vérité, la possibilité du dialogue argumenté, qui était à la fois le propre du monde académique, mais aussi le principe même de la pratique démocratique, ont été abîmés et qu'il y a une forme de responsabilité des intellectuels et des universités. Alors la crise actuelle, dont une partie du monde universitaire américain est l'exemple, fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons entre d'un côté le wokisme et de l'autre côté le trumpisme. Et les deux sont également une source d'inquiétude personnelle, mais une source de corruption à la fois du monde intellectuel, du monde académique et du monde démocratique. Parce que si vraiment, comme le dit Perrine, c'est dans la discussion argumentée que se trouve le cœur de ce qui fait la volonté collective et le respect des institutions démocratiques, eh bien, ce rapport à la vérité est totalement trahi par Trump, mais a été longtemps, plus modestement et progressivement, trahi par le monde intellectuel et
du coup, par le monde politique. Et je voudrais ajouter à ce que on a tous dit, l'image terrible que donne l'Assemblée nationale depuis quelque temps. Quand les représentants de la nation, légitimement élus selon les règles de la République, donnent cette impression de non-rapport à un débat fondé sur le minimum de vérité, je crois que ce qui restait de confiance, c'est-à-dire très faible, à l'égard des politiques, est en train de se décomposer. Et dans les enquêtes du Cevipof, Dominique, je vous confirme pour présider des séances régulièrement à l'Assemblée nationale que j'ai plus l'impression parfois d'être dans une cour d'école que dans le Parlement. Mais bon, et oui, ça me paraît très important parce que c'est tout de même notre représentation politique. Et elle donne une image, une représentation du peuple en tant que peuple politique qui me paraît très grave. Et je voudrais ajouter un dernier mot à partir de mon expérience sur les travaux sur la laïcité. C'est une de mes inquiétudes profondes, c'est la rupture de transmission vis-à-vis de la jeune génération. Je crains beaucoup que la défense des principes qui nous réunit aujourd'hui, à la fois dans l'ordre politique avec toutes ses dimensions, ne soit pas suffisamment transmise aux jeunes générations. Et dans toutes les enquêtes que nous voyons, alors c'est notre faute. Je veux dire, nous n'avons pas su le transmettre. Je n'accuse pas les jeunes générations, mais je constate que nous, je ne parle pas de moi je suis d'un autre siècle, mais nous tous, les générations d'avant, nous n'avons pas su leur transmettre que la phrase de Churchill est définitive et qu'elle mérite que nous fassions tout pour lui donner toute sa vérité. Merci, merci beaucoup. Alors, je vous prépare. On a ici des militants, des élus, des citoyens engagés. Donc, je vais vous demander chacun de conclure avec un message pour eux et pour elles. Mais je voudrais d'abord que Perrine poursuive la réflexion autour de ce que c'est que la vérité aujourd'hui et la manière dont l'information aujourd'hui peut être parfois utile ou au contraire parfois pire qu'inutile, mais même contre-productive à sa diffusion. Je crois que ce que vient de dire Dominique Schnapper est très important, c'est-à-dire que ce rapport à la vérité, il s'enracine très tôt, il s'enracine dans l'éducation. Et c'est pour ça que je parlais des faiblesses qui sont aussi des forces de la démocratie. Il y a un parallèle avec l'éducation. L'éducation, c'est un temps long. C'est le temps long de l'apprentissage. C'est le fait d'apprendre qu'on ne sait pas, mais qu'on peut aussi acquérir des connaissances. Et c'est exactement ce que disait Jean Viard. Ça me paraît très important parce qu'il a identifié en fait les domaines dans lesquels on peut développer ce savoir. Et on est en train, je crois, de le développer. Si je vois par exemple dans le domaine de l'écologie, je crois qu'on entend beaucoup moins maintenant les discours des collapsologues qui nous prédisaient la catastrophe et qui d'ailleurs n'avaient pas compris que la prophétie de catastrophe, c'est précisément faire en sorte que la catastrophe n'advienne pas et qu'on a maintenant, je vois dans les programmes scolaires, etc., une éducation à l'écologie. Donc je crois que ce qui est essentiel pour nous, c'est l'éducation, c'est l'école. L'idéologie doit rester en dehors de l'école. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit expliquer aux professeurs, aux instituteurs, qui ont parfois du mal, je dois dire, à l'appliquer. Et donc, c'est cette notion de savoir, cette notion d'autorité qui doit être... Alors, c'est vrai qu'on a mal transmis, mais c'est vrai qu'on fait aussi des progrès, comme on en fait sur l'IA, comme on en fait sur les réseaux sociaux. Et la politique est là aussi, je dirais, pour structurer tous ces discours éducatifs. Gabriel Attal avait engagé un certain nombre d'actions et pour promouvoir ce socle commun des valeurs de la démocratie. Merci. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Vous avez le micro, Perrine, donc je vais commencer par vous.
Si vous aviez 1, 2 ou 3 messages pour des hommes et des femmes engagés qui ont choisi aujourd'hui de venir sous le soleil de Saint-Denis plutôt que sous le tonnerre de la place Vauban, pour, oui, défendre la démocratie, mais aussi, je pense, nous projeter vers l'avenir, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je vous dirais bravo. Je vous dirais bravo parce qu'on a besoin de gens comme vous, c'est-à-dire que vraiment, je crois que le cœur de l'avenir, c'est l'action et c'est la décision politique, que, encore une fois, en France, on souffre d'une mauvaise image de marque de la politique et que nous sommes tous là, en fait, avec un projet commun qui est de remettre la politique au cœur des choses, je dirais avant l'économie, avant même l'État-providence, parce que c'est seulement à partir d'un discours politique qui ne doit pas du tout être un discours unique, unitaire, qui est un discours pluraliste, mais que nous apprendrons d'une part, évidemment, à vivre ensemble, mais surtout que nous pourrons réenchanter la démocratie pour les générations qui viennent. Et je crois que personne d'entre nous ne souhaite voir nos enfants vivre sous des dictatures et des régimes autoritaires. Yascha, vous aviez commencé par une note d'humour en parlant de l'accueil du réfugié nord-américain que vous êtes. Quel message vous avez pour nos militants, nos citoyens, nos élus aujourd'hui ? Tout à fait, j'allais dire que je commençais mon discours en tant qu'universitaire américain, mais je veux le finir en tant qu'européen. Parce que ce que disait Dominique Schnapper au début de cette conversation est très juste. C'est la fin du siècle américain, c'est la fin du siècle dans lequel les Européens peuvent se fider des États-Unis. Et ça, c'est un bouleversement fondamental. Et ça remet en cause une assumption qu'on a tous eu un peu dans les dernières décennies. Et c'est qu'il y ait une manière de déclin graduel, peut-être plutôt sympa. Qu'ici en Europe, on peut se dire on va être formé par l'histoire, par les États-Unis, par les autres pays. On peut continuer à pas jouer un rôle principal dans l'économie du monde sur le plan des relations internationales. Mais on a nos retraites, on a nos États-providence, on a nos beaux villes comme ici, et on va avoir une vie plutôt agréable. Et je crois que la fin de ce protectorat américain met en cause cette idée. Soit on forme l'histoire, soit on est capable de former l'histoire, soit on sera formé par l'histoire. Et ça veut dire qu'on soit formé par des gens comme Donald Trump en Washington, ou pire, Vladimir Poutine ou Moscou ou Xi Jinping en Pékin. Et donc ça, c'est le moment dans lequel notre pays et notre continent va se décider si on veut échapper de ce déclin, si on veut avoir un projet de futur dans lequel on va jouer un vrai rôle dans les relations internationales dans le monde sur le plan sécuritaire, mais plus important, si on va jouer un grand rôle sur l'IA, sur les industries du futur. Si on veut juste être le continent muséal, ou si on veut être un des continents qui détermine le futur de toute l'humanité et de tout le monde. Et j'espère que tous les engagés, tous les élus et tout le grand public aujourd'hui peuvent faire partie de ces projets, de prendre un autre niveau d'ambition parce qu'en fait, on a beaucoup à donner dans ce continent et c'est le moment de le faire. Dominique. Alors, on vient de le dire, c'est la fin du siècle américain. Ce que nous pouvons espérer, c'est que ce soit le début du siècle européen, non seulement parce que nous sommes européens, mais parce que c'est finalement la dernière région où le projet démocratique peut encore s'épanouir. Alors, pour cela, c'est notre responsabilité à tous. Au musée d'art et d'histoire du judaïsme, il y a une exposition sur l'affaire Dreyfus qui s'appelle « Vérité et justice ». Et ce que je souhaite, c'est que cette idée de vérité et de justice qui a inspiré la gauche dreyfusarde de l'époque
soit aussi notre principe, dont on peut, dont, en tout cas moi, nous voulons être les héritiers de ce que fut la gauche dreyfusarde et qui est au fondement des principes de la démocratie. Et c'est à nous tous, à chacun d'entre nous, d'essayer d'agir dans cette direction pour transmettre aux jeunes générations ce que l'histoire humaine a inventé de plus convenable. C'est un mot d'Alain Besançon, un adjectif d'Alain Besançon sur la démocratie. C'est le régime le plus convenable que l'histoire humaine ait jamais créé. Donc c'est à vous tous, à nous tous, d'y travailler. Merci. Jean, vous avez le mot de la fin. Presque. Ouais, c'est pas évident. Sur l'Europe, je ne reviendrai pas, on est d'accord. Après, on sort des cadres. Moi, il y a un chiffre qui me fascine, c'est que 63% des bébés naissent hors mariage. C'est-à-dire qu'on est sorti des cadres institutionnels, le mariage, le droit de vote, la vie démocratique locale. La société s'est déplacée. On est une société d'individus, avec des choix individuels discontinus, parce que nos vies sont beaucoup plus longues, etc. Donc, j'entends ce qu'on dit sur les intellectuels, je suis d'accord avec vous, mais tout le monde est sorti des cadres. Et je suis d'accord aussi sur le fait que l'influence du marxisme a été une catastrophe dans les années 70-80 et a construit effectivement, on le voit bien sur le travail, quoi. On est le seul pays à discuter de la retraite parce qu'il faudrait s'arrêter de travailler. Mais ce n'est pas le but de la vie d'arrêter de travailler. Pourtant, je suis spécialiste du tourisme, mais quand même. Donc je crois qu'il faut se dire ça. On est sorti des cadres. On est une société d'individus et de liberté. On n'a jamais été aussi libre de faire l'amour, d'avoir des aventures, de changer de métier, de changer de parti. On peut voter, on peut faire changer les gens de conviction en ce moment. Donc c'est ça qu'il faut dire. C'est très mobile, c'est pas stable. Et je crois que c'est une chose importante. Alors du coup, une autre idée, je rajoute, dont on n'a pas parlé. On ne sait pas penser la France postcoloniale. On ne sait pas penser les 9 millions de musulmans. On n'a pas reconfait le combat qu'on avait fait en 1905 pour imposer la laïcité aux catholiques, excusez-moi, on ne l'a pas imposé à l'islam. On n'a pas remis l'éducation de l'islam en haut de la pile dans les écoles, parce qu'on n'a pas compris qu'il y a des enfants qui avaient une autre culture. C'est pas grave, ils venaient d'ailleurs, il fallait recommencer le travail qu'on avait fait en 1905. Et ça aussi, ça compte, parce qu'on voit bien la difficulté. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont un peu tendance à dire « toutes les opinions se valent ». Non, il faut que tout le monde puisse s'entendre. Et on voit bien sur le voile, par exemple. Les adultes sont contre, souvent dans les écoles, et les jeunes, mais pourquoi tu l'embêtes? Il y en a une qui met une mini-jupe. Oui, sauf que c'est un signe religieux qui a un sens très particulier. Voilà, c'est ça que je veux dire simplement. Alors, comment on va sortir de tout ça? Je ne sais pas. Mais je pense que la France est le pays le plus pessimiste des grandes démocraties. Il y a 29% des gens qui disent que les choses vont aller mieux, alors que les autres pays, c'est 50 à 60%, alors qu'on ne va pas plus mal. Donc, si vous voulez, on a un vrai pourquoi. Parce qu'on est un pays fondamentalement politique. On est un pays qui a besoin de proposer du sens aux autres pour être fier de nous-mêmes. Ce n'est pas vrai, par exemple, de l'Allemagne. Ils auraient un peu du mal avec leur histoire. Et donc, si vous voulez, quand on n'a pas de message à donner aux autres, quand on n'est pas fier de ce qu'on fait, ben, à un moment, on est complètement dépressif de nous-mêmes. Ce n'est pas qu'on aille plus mal, c'est qu'on n'a pas d'espérance. Et un pays comme la France, sans espérance, il s'étiole. Et c'est ça qu'on n'a pas su reconstruire, c'est ce type d'espérance. Et je crois que la question centrale pour la France, c'est que ce qu'on fait apparaisse comme emblématique de ce que peut être une démocratie et un modèle libéral, un modèle libre. Et si on n'y arrive pas, on sera emporté par le populisme et on est à la limite de l'effondrement, il faut quand même le dire clairement. Je voudrais, levez-vous s'il vous plaît, parce que je voudrais vraiment qu'on vous remercie chaleureusement, qu'on vous applaudisse très fort. Levez-vous, qu'on vous voit, parce qu'ils ne vous voient pas au bout là. Vérité et justice, ce sera le slogan de la journée. Merci à tous et à toutes d'être là. On porte l'espoir ensemble. Ce siècle sera européen ou ne sera pas. Et bravo à tous et à toutes. C'est une belle conclusion. Merci. Monsieur le ministre. Merci. Il n'y a pas de ministre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.